Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle visioconférence. Aujourd'hui, en partenariat avec Movadom et Adapsia, nous allons parler de comment être particulier employeur et quels sont les risques et les enjeux d'être particulier employeur. Cette visioconférence est financée par la prévention de la perte d'autonomie du département des Hauts-de-Seine avec le concours de la CNSA. Merci à tous de votre participation. Alors, je vais me présenter rapidement pour ceux qui ne me connaîtraient pas. Je suis Pascal de Movadom Allier. Je suis là pour vous accueillir, pour résoudre les éventuels problèmes techniques et puis répondre à vos questions en direct dans la barre de conversation. Et cette visioconférence a été enregistrée si vous nous regardez sur YouTube. N'hésitez pas à vous inscrire sur movadom.eventbrite.com pour participer avec nous en direct et avoir la chance, à la fin de l'enregistrement, de poser vos questions à l'intervenant du jour. Donc aujourd'hui, on reçoit Alice de chez Nicole et Colette qui va se présenter dans quelques instants et nous parler de ce que c'est d'être particulier employeur. Et donc, si vous avez des questions pour ceux qui sont en direct avec nous, n'hésitez pas à la mettre dans la barre de conversation. J'interromprai Alice pour pouvoir y répondre. Et puis sinon, vous les notez dans un petit coin et à la fin, vous pourrez ouvrir vos micros hors antenne, hors enregistrement et poser toutes vos questions. Un petit coup d'hydratation avant de démarrer. Alice, je te laisse prendre le contrôle de la présentation, te présenter et puis nous parler du particulier d'employeur. Ok, c'est parti. Eh ben, je vais commencer par me présenter. Donc, je me prénomme Alice Vin. Je suis la fondatrice de Nicole et Colette. Donc, Nicole et Colette, c'est une structure de service à la personne qui a vocation à accompagner les particuliers employeurs. Donc, j'ai fondé cette structure il y a quelques années maintenant et tout part d'une expérience personnelle où j'ai été, et je suis toujours particulier employeur. D'abord de la nounou de nos enfants et ensuite maintenant j'ai une employée de maison pour s'occuper de ma maison. Pour le coup, Nicole et Colette, l'histoire fait que ce sont mes deux grands-mères. Donc, en créant la structure, en ayant eu l'idée de Nicole et Colette, j'ai beaucoup accompagné ma grand-mère Nicole, puisque ma grand-mère Colette était déjà décédée bien avant cette idée d'entreprise. Et Nicole, c'est ma bêta-testeuse. Donc, j'ai tout testé avec Nicole et d'où l'idée de trouver un nom, un lien avec elle. Et mes deux grands-mères s'appréciaient beaucoup, donc je suis sûre qu'elles seraient heureuses de se voir leur prénom accolé toutes les deux. Aujourd'hui, chez Nicole et Colette, j'espère que vous voyez bien les slides. Très Chez bien. Nicole et Colette, nous sommes... Non? Si, si, très bien, très Si, bien. si, très bien. Donc, nous sommes 7 personnes. La fondatrice est une personne qui s'appelle Pauline Gaultier, qui est mon associée. Et ensuite, on a un certain nombre de personnes dans l'équipe qui sont là pour vous aider et répondre à toutes les personnes, tous les particuliers employeurs. Donc, chez Nicole et Colette, on a vocation principale première d'accompagner surtout des gens qui sont sous mesure de protection et donc d'accompagner leurs aidants ou représentants qu'ils soient professionnels ou familiaux. Mais comme on a une compétence dans l'accompagnement de particuliers employeurs, ça peut être des particuliers employeurs qui nous contactent directement. Donc voilà pour la présentation de Nicole et Colette. Je te laisse, Pascal, la main sur le sondage. On avait dit avant C'est ça. Eh ben, d'entamer. on va démarrer tout de suite. Donc, vous avez un petit sondage qui apparaît devant vous avec plusieurs réponses possibles. Euh, L'objectif. L'objectif du sondage, c'était de savoir si des gens, si certains de vous étaient déjà particuliers employeurs, si vous aviez l'intention de le devenir et si vous étiez intéressé par ailleurs par l'intervention, mais pas concerné directement. voilà, ça, c'était la dernière réponse que j'avais proposée, un petit peu humoristique. Mais il pleut pas, regardez. Ah oui, j'ai oublié de Ah, ça préciser dépend. que, Ça dépend où. que Nicole et Colette a son siège social en Normandie, à Rouen, et étonnamment, il ne pleut pas là maintenant tout de suite chez nous. Ça ne veut pas dire que ça va durer pour le reste de la journée, mais depuis ce matin, il n'a pas plu, donc il fait beau. Ah, bah nous, ça n'arrête pas ici en Auvergne. Ça pleut 5 minutes, ça s'arrête. Ça repleut 5 minutes, ça s'arrête. Bah, nous, c'était hier, ça, mais pas aujourd'hui. Ça fait plusieurs semaines que ça dure, nous. Nous, c'est tout l'hiver, normalement. C'est habituel. Mais... Alors, n'hésitez pas à cliquer sur les petits boutons pour voter.
Donc vous avez soit dans la barre de conversation ou dans la barre de sondage peut-être qui apparaît. Après, particulier employeur, c'est si vous embauchez quelqu'un à votre domicile et que vous l'embauchez via ce qu'on appelle le CESU. Page emploi pour les enfants, mais ça, c'est la version pour les enfants et pour la version, pour, quand on n'emploie pas pour, garder ses enfants, on fait des déclarations auprès du CESU et c'est ce qui amène à être particulier employeur. Alors Evelyne, Ève, François, Kay, Bérangère, Madeleine, Marlène, Patrick, n'hésitez pas à répondre, pour savoir si vous connaissez. Voilà, donc majoritairement, on a des gens. Ah, votre vote n'est pas pris en compte, Patrick. Bah, mettez-le dans la barre de conversation, votre réponse. Comme ça, on saura ce que c'est. Donc, on a des personnes qui envisagent d'être particulier employeur, d'autres qui ne savent pas ce que c'est. Donc voilà, on peut peut-être enchaîner du coup sur la suite. Oui. OK. Et Patrick est particulier employeur. OK. Alors, donc si je me lance, hop, pardon, ça a été trop vite. Si je me lance donc, dans la présentation, l'objectif d'aujourd'hui, c'était de vous faire une présentation qui vous permette, de, vous faire ressortir les points de vigilance, pardon, et les actions à mener pour l'embauche d'un salarié à domicile et la même chose, les points de vigilance et les actions à mener lorsqu'on envisage de faire une fin de contrat avec, un salarié. Au travers de ça, on passera un petit peu, autour des actions qui sont à mener quand on est particulier employeur. Hem, Quand on est particulier employeur, mais que l'on est, dans la vie du contrat, on a déjà embauché, on a déjà fait le contrat, on n'a pas l'intention de s'en séparer, mais qu'on a quand même des obligations légales à respecter, on passera également au travers. Donc, avant d'entamer sur, les risques, les enjeux d'une embauche à domicile en direct, donc, via ce qu'on appelle le CESU, je voulais refaire un petit point, un petit zoom sur l'emploi à domicile. En général, parce que quand on embauche quelqu'un, quand quelqu'un vient travailler à notre domicile, s'occuper de notre maison ou de notre personne ou éventuellement de nos enfants ou de nos parents ou de personnes qu'on accompagne, la personne qui va venir travailler à son domicile, il y a différentes formes d'emploi à domicile. Soit on passe par une structure dite prestataire, un prestataire de service. Donc dans ces cas-là, l'agence de prestation de service, donc une entreprise de service à la personne, si vous toquez à la porte d'une structure de service à la personne, elle classique, telle que vous pouvez l'entendre, pour, qu'elle vous trouve quelqu'un qui vient travailler à votre domicile, il y a 2 façons elle a 2 façons d'exercer. Soit on dit qu'elle sera un prestataire de service, soit on dit qu'elle sera mandataire. Donc quand l'entreprise qui va vous proposer un salarié et que le salarié va venir travailler à votre domicile, soit c'est sous forme de prestation de service. Si c'est de la prestation de service, ça veut donc dire que l'entreprise que vous avez contactée sera l'employeur, sera elle qui fera le recrutement, ça sera elle qui effectuera la gestion administrative et ça sera elle qui payera le salarié. Vous aurez donc passé dans ces cas-là un contrat entre vous et ce prestataire de service. Il n'y aura pas d'élément qui vous liera juridiquement à la personne qui va venir travailler chez vous. Vous serez lié juridiquement avec le prestataire et c'est le prestataire qui est en charge toute la charge administrative, salariale, employeur de la personne qui vient chez vous. Un autre type de fonctionnement, c'est ce qu'on appelle l'emploi en direct avec un service à la personne en mode mandataire. Donc là, pareil, ça va être une agence pour laquelle vous avez toqué à la porte, mais elle ne travaille pas sous prestation de service, elle travaille sur ce qu'on dit mandataire. Dans ces cas-là, l'employeur, ça sera vous. Vous serez l'employeur de la personne qui viendra travailler chez vous. Ça sera la structure que vous aurez contactée qui sera qui fera le recrutement, celle qui aura trouvé la personne qui viendra chez vous, celle qui effectuera la gestion administrative,
le contrat, les documents. C'est elle qui paiera en général le salarié. Mais vous, quand vous allez signer un contrat pour démarrer cette relation de travail, vous allez signer un contrat entre vous et le salarié qui va venir à votre domicile, et vous signerez également un contrat entre vous et la structure mandataire. Donc la structure mandataire s'occupe d'un certain nombre d'éléments, prend en charge la partie administrative du dossier, mais vous restez l'employeur de la personne qui va venir travailler chez vous. Dans ce sens, ça veut donc dire que si, admettons qu'il pourrait s'avérer un problème avec le salarié et que la conclusion de ce problème aille jusqu'à un prud'homme, dans ces cas-là, ça sera vous qui serez contacté pour le prud'homme et pas la structure qui sera entre vous et le salarié. Et puis ensuite, il y a la troisième option, celle sur laquelle on va s'attarder aujourd'hui, et c'est ce on accompagne, Nicole et Colette, nous accompagnons les employeurs en direct, c'est-à-dire que vous trouvez le salarié, donc dans ces cas-là, vous êtes donc son employeur, vous l'avez donc recruté parce que vous l'avez trouvé. C'est vous qui allez effectuer la gestion administrative de ce salarié, c'est vous qui allez le payer, c'est également vous qui allez devoir le déclarer au CESU et toute la partie administrative, tous les documents que le salarié sera amené à vous demander. Et là, dans ces conditions-là, on signe un contrat entre vous et le salarié, et uniquement, il n'y a pas d'autres éléments. Donc dans le direct, on se retrouve dans cette option-là. Ce qu'il faut retenir également, c'est que quand on est quand on a de la prestation de service, on va être dans la convention collective qui est régie pour la prestation de service. Quand on est en mode mandataire, qu'on a toqué à la porte d'une entreprise qui vous a trouvé un salarié, mais que c'est sous forme mandataire, ou qu'on est en emploi direct, dans ces deux conditions-là, on est sous la convention collective du particulier employeur. Et moi, ce que je vais donc évoquer maintenant, c'est ce qui concerne la convention collective du particulier employeur. Et donc, ça régit à la fois l'emploi en direct et l'emploi dit sous forme mandataire. Alors, j'espère que je me suis assez claire parce que ce n'est pas forcément évident, mais je vois qu'il n'y a pas de questions pour le moment, et s'il y a des questions à la fin de la présentation, il n'y a pas de souci pour y répondre. Donc, si on rentre un peu dans le vif du sujet, les règles pour l'emploi à domicile, donc je viens de vous dire que quand on est une structure dite mandataire ou qu'on est en direct, on est régi par une convention collective, la convention collective du particulier employeur. Ce qu'il faut retenir, un premier élément, c'est que la convention collective du particulier employeur, elle existe depuis un certain nombre d'années, et elle vient d'avoir une nouvelle convention collective au 1er janvier 2022. Alors, on est déjà en 2024, ça fait déjà 2 ans, mais dans le monde de la convention collective du particulier employeur, elle est très récente. La particularité, il y en a plein, il y a plein d'éléments nouveaux dans cette convention collective, mais s'il y avait un gros élément à retenir, au moins un en tout cas, c'est qu'avant, il y avait d'un côté la convention collective pour les employés de maison et d'un côté la convention collective pour les assistantes maternelles. Maintenant, cette convention collective-là, elle régit les deux en même temps, et les assistantes maternelles et les employés de maison. En ce qui vous concerne, j'imagine que ce n'est pas pour les assistantes maternelles que vous êtes jusqu'ici, mais en tout cas, c'est un gros élément à retenir. Ensuite, techniquement, ce qu'il faut aussi retenir, c'est que si la convention collective ne couvrait pas un sujet, il faut toujours se référer aux dispositions légales. Cependant, comme le particulier employeur, c'est un monde un peu spécial par rapport à tous les autres employeurs de la planète France, il faut quand même souvent se rapporter à la convention collective, et en plus, comme elle est récente, qu'elle n'a que 2 ans, c'est quand même, elle a été globalement bien faite, donc il y a quand même beaucoup de choses, beaucoup de préoccupations qu'on peut avoir quand on est particulier employeur, auxquelles on va trouver la réponse dans la convention collective. Ce qu'on peut noter aussi sur cette convention collective, c'est que les salariés du particulier employeur sont couverts par un organisme de retraite et de prévoyance qui s'appelle l'IRSEM. La nouvelle convention collective, elle est venue aussi changer ces éléments-là, c'est que régulièrement, alors j'ai plus en tête les dates, mais je crois que c'est tous les 5 ans, il y aura un appel à projet, un appel d'offres qui sera fait pour savoir quel organisme de prévoyance et de retraite sera choisi. En tout cas, pour le moment, depuis janvier 2022, c'est l'IRSEM, et ce n'est pas prévu que ça change tout à fait tout de suite. Donc, si on rentre dans le vif du sujet, des modalités d'embauche pour un
Pour un particulier employeur, donc les obligations, là je vous ai reprises les grandes obligations du particulier employeur. Je ne suis pas forcément rentrée dans tous les détails. Ah pardon, excusez-moi, je ne vous ai pas changé la slide. Je vous ai repris les grandes obligations légales, mais on peut, voilà, si vous aviez des questions à proprement dit sur un élément, soit n'hésitez pas à poser la question dans la conversation, on en reparlera à la fin. Les obligations de l'employeur, la première obligation, c'est de rédiger un contrat de travail. On considère dans les dispositions légales qu'un contrat de travail n'est pas forcément écrit. Cependant, la convention collective du particulier employeur a précisé, je parle bien pour le moment d'un CDI, a précisé que c'était quand même fortement recommandé d'écrire un contrat de travail. Le particulier employeur, dans une grande majorité des cas, n'en fait pas. S'il n'y a pas de contrat de travail, il faut partir du principe qu'on est d'office dans un CDI et que les règles qui vont régir le contrat de travail sera uniquement les déclarations qui auraient été faites au CESU. Qui dit déclaration dit relation contractuelle, mais il faut se dire que dans ces conditions, les relations contractuelles sont assez pauvres, puisqu'il sera indiqué dans les déclarations qui sont faites au CESU que, éventuellement, la date d'embauche qui fera effet de première déclaration, le taux horaire et le nombre d'heures réalisées par le salarié. Il n'y a pas d'autres informations que ces éléments qui vont être précisés dans la déclaration qui est faite au CESU. Si on parle d'un contrat de travail, d'un CDD, donc un CDD, normalement, c'est possible d'envisager un CDD dans 2 cas, soit pour un accroissement temporaire d'activité. Admettons, vous vous cassez la jambe et vous avez besoin d'être accompagné le temps que vous êtes cassé la jambe. Donc, on peut envisager un CDD pour un accroissement ponctuel d'activité. Se casser la jambe pourrait être un bon exemple. Ou quand on doit remplacer un salarié en CDI qui est absent. Donc, dans ces cas-là, on peut faire un CDD dit de remplacement. Quand on est dans le cadre d'un CDD, si on ne fait pas de rédaction de contrat écrit, on est d'office dans un CDI. Donc, concrètement, si vous avez l'intention de partir sur un CDD, s'il n'est pas rédigé, on part d'office sur un CDI. Donc voilà les grandes lignes sur le contrat de travail. Après, il y aurait plein de choses à dire sur le contrat, mais on ne rentrera pas forcément en détail tout de suite. Mais sur les obligations, qu'est-ce qu'il faut écrire dedans? Il faut bien que les parties soient bien définies, il faut que les horaires soient bien définis, il faut que les jours soient bien définis, il faut que le lieu de travail soit bien défini, il faut que le taux horaire soit défini en fonction des jours normaux, des jours fériés. Enfin voilà, il y a plein d'éléments qui pourraient apparaître dans l'obligation du contrat. Mais je ne rentrerai pas dans tous les détails, sinon on ne rentrera pas dans le timing donné aujourd'hui. Une autre obligation légale auquel le particulier employeur ne pense pas souvent, c'est qu'il y a une obligation d'information et de prévention. C'est ce qu'on appelle une visite d'information et de prévention, ce qu'on appelle plus communément la visite médicale. On ne pense pas toujours, mais en tant que particulier employeur, vous avez l'obligation de faire passer la visite médicale à votre salarié. Ce qu'on peut retenir sur ça, c'est qu'une fois que c'est fait, on a 5 ans devant soi. Alors, je vois la question de Béatrice: le nombre d'heures par mois ne joue-t-il pas sur l'obligation d'un contrat? Oui, c'est ce qui jouait avant dans la convention collective, avant le 1er janvier 2022. Depuis le 1er janvier 2022, le nombre d'heures dans le contrat ne conduit pas à l'obligation ou non de rédiger un contrat de travail. Cette notion-là a été supprimée. Il reste qu'un contrat, il y a une obligation de rédiger un contrat de travail, mais cependant un contrat de travail fait de façon tacite, juste en s'étant parlé entre le salarié et l'employeur, peuvent être suffisants, même si c'est fortement recommandé d'aller au-delà de juste un échange entre les parties à l'oral, pour contractualiser ce cadre de travail en tout cas. Donc je disais que la visite d'information et de prévention est obligatoire. Elle est à renouveler tous les 5 ans. Ce qu'on peut retenir aussi, c'est que si le salarié travaille chez un autre employeur dans le même type d'emploi, donc si le salarié, ce qui arrive assez souvent, travaille chez plusieurs particuliers employeurs, si votre salarié l'a déjà passé dans ces 5 ans, cette visite médicale, vous n'avez pas l'obligation de lui refaire passer. Cependant, il faut conserver
le document qui dit qu'elle l'a déjà eu. Et si vous aviez un salarié qui ne l'a jamais passé, mais vous savez qu'elle travaille chez plusieurs employeurs, ce qui peut être envisagé, c'est de le faire passer par un employeur et de partager les frais. C'est prévu dans la convention collective, ça a été rédigé comme ça, donc ça pose pas de souci. Une autre obligation, de départ de relation contractuelle entre l'employeur et son salarié, c'est d'ouvrir un compte CESU. Le CESU, en fait, c'est, un compte qui appartient c'est une structure qui appartient à l'URSSAF. Donc en fait, faire sa déclaration au CESU, c'est de déclarer son salarié auprès de l'URSSAF de façon simplifiée. C'est plus simple que pour un employeur classique en France, mais c'est obligatoire et un employé de maison doit forcément obligatoirement être, déclaré au CESU. Heu, oui, doit être déclaré au CESU. Alors il y a aussi le CESU, il y a la notion de page emploi, mais page emploi, c'est la même chose que le CESU, mais pour les parents employeurs. Je ne rentrerai pas dans les détails, dans les éléments, mais en tout cas, il faut ouvrir un compte CESU et faire la déclaration tous les mois de son salarié. Enfin, tous les mois où le salarié a travaillé, plus exactement. Donc c'est ce que j'indique après. Il y a la déclaration mensuelle à faire tous les mois si le salarié a travaillé. Si le salarié est en arrêt maladie ou ne travaille pas parce que son contrat prévoit qu'il ne travaille pas tous les mois, il n'y a pas d'obligation à faire une déclaration puisque de toute façon, on ne peut pas faire une déclaration nulle au CESU. Et après, l'obligation de l'employeur, c'est de conserver les avis de prélèvement pendant 5 ans. Alors, si vous êtes particulier employeur et que vous faites des déclarations, les avis de prélèvement, on peut les obtenir sur le compte du CESU en ligne pendant 1 an. Au bout d'1 an, ils sont plus disponibles et donc comme l'obligation légale, c'est de les conserver 5 ans, il est fortement recommandé de les télécharger tous les mois pour pouvoir les conserver et les avoir en main propre si on en a besoin dans les 5 ans qui suivent les déclarations qui ont été effectuées. Alors l'avantage, c'est que comme maintenant tout est fait en ligne sur internet, il y a quand même une visibilité des déclarations sur heureusement plus de 5 ans, mais en tout cas, il y a pas les avis de prélèvement ne sont pas disponibles au-delà d'1 an. Donc j'espère que je suis claire et que je ne vais pas trop vite. Voilà, donc ça, c'était sur les obligations, de l'employeur dans les modalités d'embauche. Je voulais faire un petit zoom sur le taux horaire des salariés, entre autres parce que le taux horaire a changé déjà plusieurs fois en 2024, il change régulièrement, et c'était de préciser comment fonctionnaient ces niveaux dans la convention collective. Donc depuis alors pas le 2022, mais depuis 2016, dans la convention collective, avant, il était précisé qu'un salarié, il avait une augmentation de salaire qui était possible grâce à son ancienneté. Tout ça, ça n'existe plus depuis 2016 et depuis 2016, il y a, tout un pan de l'activité de service à la personne qui a été structuré pour définir des niveaux de travail et de compétences des salariés, des niveaux de travail. Donc ces niveaux-là, c'est une classification en fonction de l'activité qui est exercée par le salarié, par les diplômes qu'il a déjà obtenus et par le type d'activité qu'il va faire auprès de son employeur et des besoins spécifiques de son employeur en fonction du niveau d'autonomie de l'employeur. Il y a un simulateur qui est assez bien fait sur le site qui a été mis en place je ne sais plus si c'est la FEPEM ou le CESU qui met à disposition ce simulateur, dans lequel on va simuler les activités réalisées par le salarié en fonction du besoin d'autonomie, de l'autonomie de son employeur et ça va définir le niveau de la convention collective pour le salarié. Ce niveau-là, il est bien indiqué dans le contrat de travail. Quand on rédige le contrat de travail, il faut bien définir dans quel niveau est le salarié et en fonction de ce niveau-là, il va y avoir des minimums légaux auxquels le salarié doit être rémunéré. Aujourd'hui, ces niveaux dans la convention collective, en gros, globalement, une employée de maison chez quelqu'un qui a aucun problème d'autonomie, donc je pourrais me mettre, me l'appliquer à moi-même. Si quelqu'un travaille, au domicile de quelqu'un qui a pas aucune problématique d'autonomie, il est à minima en niveau 2. Donc ça veut dire que si j'embauche moi demain quelqu'un qui vient travailler dans ma maison, depuis le 1er mai 2024, donc ça vient de changer, j'ai l'obligation de la payer en net minimum 10,43 €.
Ça inclut le fait que les congés payés sont inclus dans le salaire que je lui verse. C'est-à-dire quand elle est en vacances, elle ne sera pas payée, mais j'ai l'obligation de la payer au moins 10,43. Ce qui fait qu'aujourd'hui, les salariés du particulier employeur, si on est en niveau 1 par exemple, ils sont au-dessus du SMIC et depuis le 1er mai 2024, un salarié niveau 1 et doit être rémunéré au moins 10,32 € par heure de travail. Ce qu'il faut retenir aussi sur le taux horaire, c'est qu'un salarié qui vient travailler à son domicile, il faut toujours, souvent le salarié quand il vous parle de son taux, enfin souvent, très souvent, il parle en taux horaire net et il part en taux horaire net avec ses congés payés qui sont inclus. Congés payés inclus, ça veut donc dire que le salarié n'est pas payé quand il est en vacances. Après, je voulais faire un petit focus sur les aides auxquelles vous pouvez obtenir si vous êtes, particulier employeur auprès du CESU. Donc ce sont des aides, je vous parle que de cette aide-là, il y a plein d'autres aides qui sont possibles, d'APA, de PCH, mais voilà, on ne rentrera pas dans ces détails-là, mais en tout cas l'APA de base, c'est, pas l'APA, les exonérations de base auprès du CESU, Pascal, tu voulais dire quelque chose? Il faut que tu changes de diapo. Non, ah oui, pardon, excusez-moi. C'est parce que ça fait trop petit là, donc je me mets aussi à côté, donc je change à côté. Je change pas là. Toutes mes excuses, effectivement. Donc maintenant, je parle donc des aides et je voulais parler uniquement des aides qui sont les exonérations de charges que chacun peut éventuellement avoir auprès du CESU. Donc là, on n'est que dans les aides dans le cadre du CESU. Je ne vous ferai pas de focus sur les crédits d'impôt et toutes les autres aides que vous pourriez avoir. C'était juste sur le CESU. Il faut savoir que tout le monde, tous les employeurs, vous embauchez quelqu'un, vous n'avez aucune exonération, aucun niveau d'âge, rien du tout. Tous les employeurs ont le droit à une exonération de 2 € par heure. Ça, c'est de base pour tout le monde. Ensuite, il y a des exonérations qui sont possibles si on a une carte mobilité inclusion, si on a la PCH, si on a l'APA. Si on a un certain nombre d'éléments de besoins, si on a un conjoint de plus de 70 ans, voilà, il y a plein de cas qui font qu'on a le droit à des exonérations maximum si on a une perte d'autonomie reconnue par une entité et qu'on transmet bien cet élément-là au CESU. Tant que vous n'avez pas envoyé la preuve de l'APA, la preuve de la CMI, la preuve de la PCH au CESU, il ne peut pas savoir que vous pouvez y prétendre. Alors, ce n'est pas tout à fait vrai. Dans certains départements, maintenant, l'APA et le CESU sont connectés entre eux. Mais comme ce n'est pas toujours vrai, ça vaut le coup sur votre compte CESU, si vous avez le droit à ce type d'exonération, si vous êtes considéré comme une personne ayant de la perte d'autonomie importante et avérée et que vous avez besoin d'un accompagnement d'une tierce personne plus que n'importe qui, il faut bien le dire au CESU, ou en tout cas aller regarder quand on est sur son tableau de bord, sur son compte CESU, on a marqué les exonérations et on sait à quel niveau le CESU considère qu'on est. Donc ça permet d'avoir les aides maximum. Il existe aussi une autre aide qui est une exonération automatique. Cette exonération automatique, elle s'applique dès que vous avez plus de 70 ans. Je vous avoue que je n'ai pas fait le test à partir de quand, si c'est le jour même de votre anniversaire ou le trimestre ou le mois qui suit. Mais en tout cas, quand vous avez plus de 70 ans, vous avez une exonération automatique qui s'applique. Sauf si vous avez déjà dit que vous aviez l'APA ou la PCH ou la CMI. Mais si vous n'avez rien, qu'il ne se passe rien dans votre vie et que vous avez juste plus de 70 ans, on va vous appliquer une exonération qui va être automatique. Elle est intéressante, cette exonération automatique, mais il faut s'en méfier à partir du moment où on a plus de 2 salariés. Si vous avez plus de 2 salariés, admettons une femme de ménage et un jardinier, dans ces cas-là, l'exonération automatique, elle va s'appliquer que sur le premier salarié et le deuxième salarié va se retrouver moins bien loti en termes d'exonération de charges que si vous n'aviez aucune exonération. C'est un peu technique comme sujet, mais ça vaut le coup de regarder quel type d'exonération que vous avez. Et si vous avez plus de 70 ans et plus de 2 salariés, peut-être qu'il y a quelque chose à demander au CESU parce que vous n'avez pas les exonérations. Ça ne s'applique pas automatiquement et aussi simplement. Et vous pourriez avoir une exonération un petit peu plus importante. En fait, j'arrive
pas sur le totin 15 heures, je suis pas trop mal dans le timing. Est-ce Oui, on qu'éventuellement, est bien. Pascal, on peut donner la parole à ceux qui voulaient poser des questions? On m'a posé la question sur la visite médicale avant que je rentre dans la fin de contrat, qui n'est pas un autre sujet, mais c'est un pendant. Alors C'est un autre c'était un revenir sur la diapo, sur la 8 visite médicale. justement. Alors attendez, faut pas que Heu, je me trompe, faut que j'aille sur le bon. donc réexpliquer en fait comment se passe la visite médicale. Donc la visite médicale, donc il y a l'obligation d'en faire une tous les 5 ans. Pour son salarié, il faut en fait contacter l'organisme de visite médicale de votre lieu d'habitation. Donc c'est l'organisme de centre de visite médicale, je sais plus, oui, visite médicale, le plus proche de là où vous habitez. Ça, en fait, vous n'avez pas le choix, on va vous embarquer vers le plus proche de chez vous et il faut, faire une demande auprès de cet organisme-là pour que votre salarié puisse passer sa visite médicale. Pour ajouter une petite couche aussi, c'est encore plus important de faire passer la visite médicale quand votre salarié revient d'un arrêt maladie de plus de 2 mois, quand votre salarié revient d'un arrêt maladie qui serait lié à une maladie professionnelle ou un accident du travail et quand la salariée plutôt, revient d'un congé maternité. Ces 3 types-là, c'est vraiment encore plus surconseillé de faire passer la visite médicale. J'espère que je répondais à la question sur la visite médicale. Ensuite, il me semble que l'employé doit être enregistré sur CESU plus avoir exonération pour avoir l'exonération. Il semble que c'est l'employeur qui doit se connecter, qui doit créer son compte CESU. Une fois qu'il a créé son compte CESU, il va, heu Par rapport au CESU, l'employeur et l'employé doivent avoir un compte sur le CESU. alors l'employeur doit en ouvrir un et une fois que l'employeur a ouvert son compte CESU, le salarié a la possibilité également, s'il n'est pas déjà salarié d'un autre particulier employeur, d'ouvrir en ligne le sien. C'est pas une obligation, mais ça lui permet d'avoir plus rapidement ses fiches de paye, de pouvoir mettre son RIB au sein du CESU pour pouvoir être payé directement quand vous faites la déclaration, que vous, en tant qu'employeur, vous puissiez bénéficier du crédit d'impôt immédiat. Enfin, il y a plein d'éléments qui font que c'est pas une obligation pour le salarié d'ouvrir le sien, mais c'est quand même un petit peu mieux, ça facilite. Et Donc l'exonération pour les plus de 70 ans ne fonctionne pas quand on passe par un prestataire de service. alors ça, moi, je ne pourrais pas répondre à cette question parce que je ne sais pas. Si a priori, si c'est le Heu CESU Bah, qui fait le si c'est un prestataire de service, c'est bien au nom, comme on disait au début de l'intervention, prestataire de service, il ne fait pas ses déclarations au CESU, donc il fait ses déclarations autrement. J'im je crois qu'il les exonérations faites par l'URSSAF sont mais ça je peux pas dire, j'en sais rien en fait. Je peux pas répondre, je n'ai pas ah, la alors compétence pour répondre. Béatrice tout à l'heure avec l'employé doit être enregistré, elle parlait de CESU+, pas de Oui, c'est CESU. ça. Mais c'est pour pouvoir faire le CESU+, il faut que le salarié ait ouvert son compte CESU à lui, il ait rentré son RIB dans son compte salarié et ensuite l'employeur a la possibilité d'activer ce qu'on appelle le CESU+ et le CESU+, c'est une façon pour l'employeur, quand il fait sa déclaration tous les mois au CESU, au lieu qu'il fasse la déclaration et qu'ensuite il paye le salarié, le fait que le salarié ait rentré son RIB dans son compte CESU fait que l'employeur, quand il fait la déclaration, ça active automatiquement le paiement du salarié. C'est un peu technique, mais ça simplifie vraiment et la vie du salarié et la vie de l'employeur, parce qu'il n'a plus qu'à faire sa déclaration au CESU et automatiquement ça va payer le salarié. Et en plus, on a la possibilité, nous, en tant qu'employeur, de demander ce qu'on appelle l'activation du crédit d'impôt immédiat. Ce n'est possible que si le salarié a fait son CESU+. Ça veut dire que quand vous payez tous les mois, ce que le CESU va prendre sur votre compte pour les charges plus le salaire de votre salarié, ça va être 50. Ils vont prélever 50 de moins puisqu'ils enlèvent automatiquement votre droit au crédit d'impôt de ce que vous devriez verser au salarié. Au lieu de recevoir son crédit d'impôt un an plus tard, une fois qu'on a fait sa déclaration d'impôt un an plus tard, on reçoit le crédit d'impôt immédiatement. Donc quand je vais verser le salaire à mon salarié et que je vais payer mes charges,
eh ben, ce qui me sera prélevé sur mon compte en banque est divisé par 2. Très bien. Bérangère nous demande concernant un deuxième salarié, est-ce que l'exonération est automatique et est-ce qu'elle est moins importante? Bah, c'est ce que j'expliquais. Si vous avez plus de 70 ans, si vous êtes, employeur qui n'a pas plus de 70 ans ou que vous êtes un employeur qui a la CMI, qui a la PCH, qui a l'APA ou qui a un besoin d'accompagnement particulier, ça, l'exonération, elle va s'appliquer de la même les exonérations existantes, elles vont s'appliquer de la même façon que vous ayez un, 2, 3 salariés, ça change rien. C'est qu'uniquement quand vous avez une exonération de plus de 70 ans, l'exonération de plus de 70 ans, l'exonération qui est un peu mieux que si vous aviez aucune exonération, va s'appliquer sur la première déclaration du salarié que vous allez faire dans le mois et si vous déclarez un deuxième salarié dans le mois, le deuxième salarié ne sera pas exonéré. Donc en fait, il faut faire une requête spéciale au CESU en disant: «C'est très gentil, vous avez appliqué l'exonération de plus de 70 ans, mais j'aimerais bien que, j'ai le droit à l'exonération auquel je dois avoir sur tous mes salariés». Oui, ça s'applique sur le calcul de charges. Si par exemple vous êtes exonéré, si vous avez aucune exonération, vous ne verrez pas apparaître ce que j'ai marqué dans la slide. Heu, si vous avez aucune exonération, vous ne verrez pas apparaître tous les employeurs sans condition une déduction de 2 € par heure, parce que ça, on ne le voit plus apparaître, mais c'est intégré, c'est d'office. Par contre, si vous êtes, exonéré d'un certain type d'exonération, quand vous regardez votre avis de prélèvement, vous avez le détail dans l'avis de prélèvement du montant de charges que vous auriez dû payer, l'exonération que l'URSSAF vous octroie, l'exonération de charges parce que le département paye pour vous une partie des charges si vous avez la part, et ça vous donne le montant exact des charges que vous payez tous les mois. Et Bérangère, oui, j'avais bien compris que cela ne concernait que les plus de 70 ans. Merci. Bon, je pense avoir à peu près répondu à toutes les questions qu'il y avait. Si ça vous convient, je vais enchaîner avec la suite, qui est pas la forcément la plus simple. Embaucher un salarié, on a vu qu'il y avait plein d'obligations et que c'était pas forcément évident. Mais une fois qu'on arrive à la fin, de la relation contractuelle pour plein de raisons, on va passer au travers des raisons et les motifs de rupture de contrat de travail. Il y a 3 types de motifs de rupture, de contrat. Soit ça va être des motifs qui sont à l'initiative du salarié, soit c'est des motifs qui sont à l'initiative de l'employeur et du salarié, soit c'est des motifs qui sont à l'initiative de l'employeur. Premier cas, première possibilité, c'est des motifs à l'initiative du salarié. On part du principe que si c'est le salarié qui décide de quitter la relation contractuelle qu'il y a avec vous, vous, en tant qu'employeur, vous n'aurez pas de somme particulière à verser à votre salarié, puisque c'est le salarié qui fait le choix de partir. Premier cas, votre salarié vous annonce qu'il démissionne. Donc, si votre salarié vous annonce qu'il démissionne, il faut prendre acte de sa démission. Il faut qu'elle soit claire et non équivoque. L'idéal, c'est qu'elle vous l'ait écrit dans un recommandé, pourquoi pas dans un mail, pourquoi pas dans une lettre remise en main propre, pourquoi pas dans un SMS. Tous ces éléments-là peuvent être pris en compte. Évidemment, on est mieux avec un recommandé, on n'est pas trop mal avec un courrier remis en main propre, on n'est pas trop mal avec un mail. Ça commence à être un petit peu plus gênant quand c'est un SMS et c'est vraiment embêtant quand la salariée vous a juste dit ça à l'oral. Si elle vous le dit juste à l'oral et qu'elle ne souhaite pas, alors je dis souvent la salariée parce que c'est quand même 95 des femmes, mais c'est un défaut de ma part, c'est le salarié en général, homme ou femme. Donc le salarié, s'il vous envoie il ne vous le dit que au téléphone ou que à l'oral, c'est pas ouf, mais si elle veut pas vous l'écrire, faut bien prendre acte de sa démission et quand vous allez lui écrire un courrier en disant que vous avez bien noté qu'elle avait décidé de démissionner, vous remettez bien le contexte dans lequel elle vous l'a annoncé pour dire que vous étiez pas complètement, à côté de la plaque et qu'elle vous avait bien annoncé qu'elle avait l'intention de démissionner. Donc toujours en fonction de l'ancienneté du salarié, le salarié a quand même un préavis qu'il doit exécuter. S'il ne souhaite pas faire son préavis, c'est son choix. Vous, en tant qu'employeur, vous pourriez lui demander de vous indemniser parce qu'il ne veut pas faire son préavis, mais en général, quand on a un salarié qui démissionne, on en prend acte, on le laisse partir quand il est prêt à partir et puis,
Et quoi qu'il arrive, sur tout ce que je vais raconter, j'ai oublié en préambule, les motifs de rupture de contrat, quoi qu'il arrive dans la vie de ce contrat-là, si n'importe quelle partie décide que le contrat doit s'arrêter, moi je le dis à la fin, mais il faut remettre les 3 documents de fin de contrat. C'est une obligation. Donc même une démission, vous devez prendre acte de la démission du salarié et ensuite lui remettre son certificat de travail, son solde de tout compte, même s'il est à 0, et une attestation Pôle emploi. Même si quand on démissionne, on n'a pas le droit à Pôle emploi, vous avez l'obligation de lui rédiger une attestation Pôle emploi. Donc, autre cas de motif de rupture du contrat à l'initiative du salarié. Donc, il y a la démission, il y a l'abandon de poste. Ça se caractérise avant le 30 septembre 2023. Ça se caractérise par le salarié ne vient plus du tout travailler. Du jour au lendemain, il a décidé de plus venir travailler. Donc, il faut prendre acte de la non-présence du salarié, c'est-à-dire commencer par lui envoyer un recommandé en disant ça fait plus de 48 heures que je t'ai pas vu ou plus de 2 semaines que tu n'es pas venu travailler. Est-ce que tu peux me justifier ton absence? Si le salarié ne justifie pas son absence dans la semaine qui suit ce premier envoi de recommandé, on en refait un deuxième en disant bah, tu m'as rien justifié, donc je te convoque à un entretien préalable au licenciement. Si la personne ne se présente pas à l'entretien, bah, vous licenciez pour abandon de poste parce que le salarié, vous avez plus de son, plus de lumière, plus rien. Bon, bien s'assurer que là où on envoie les recommandés, c'est la bonne dernière adresse qu'il nous avait fournie. Alors, il y a un petit changement depuis le 30 septembre 2023, vous en avez peut-être entendu parler. C'est que, aujourd'hui, quand quelqu'un disparaît de son poste, on n'a plus forcément l'obligation en tant qu'employeur de licencier. Enfin, on ne peut plus partir sur un licenciement sur abandon de poste, mais on doit partir sur une démission parce que abandonner son poste, en fait, c'est une démission présumée. C'est encore un peu voilà, on en parle un petit peu, ça commence à se structurer, mais comme il y a pas de jurisprudence parce que ça vient d'arriver, notre conseil à nous quand on vous accompagne sur ce type de sujet, démission, c'est non équivoque. La salariée vous a bien écrit qu'elle voulait démissionner. Abandon de poste, on reste sur de l'abandon de poste tant que la salariée ne nous donne pas de nouvelles, on reste sur un abandon de poste. La petite subtilité, si elle en existe une, pour le salarié, c'est que s'il démissionne, il n'a pas le droit à Pôle emploi, alors que si on le licencie pour un abandon de poste, le salarié, on ne lui doit pas d'indemnité, mais le salarié a le droit a droit à prétendre à Pôle emploi. C'est un peu pour ça que la règle est en train d'être, un petit peu changée. Et ensuite, le troisième motif, de rupture de contrat qui serait à l'initiative du salarié, ça, c'est un motif que vous pourriez, rencontrer dans une situation où tout se passe bien avec votre salarié, mais que votre salarié souhaite partir à la retraite. Vous verrez la retraite, j'en parle dans cette slide-là et j'en reparle dans une autre slide un peu plus loin. Le départ, il y a 2 notions de départ à la retraite. Soit c'est volontaire de la part du salarié, le salarié veut partir, soit c'est vous, employeur, qui demandez à votre salarié de prendre sa retraite. On ne peut pas imposer quelqu'un de partir à la retraite avant 70 ans, mais on peut lui suggérer qu'on veut le licencier parce qu'on veut qu'il parte à la retraite avant, mais il a le droit de refuser. Donc là, je vous parle du départ à la retraite volontaire, c'est le salarié qui a décidé de partir. Ce qui est important de retenir dans cet élément-là, c'est que depuis 2023, depuis le 1er janvier 2023, les indemnités avant, un salarié qui partait à la retraite de son propre chef avait le droit à une indemnité que s'il avait plus de 10 ans d'ancienneté, ce qui n'arrivait pas non plus très souvent. Maintenant, il a le droit à une indemnité en n'importe quel type d'ancienneté, mais ce qu'il faut retenir, c'est que ce n'est pas vous qui avez à verser cette indemnité. Depuis 2023, il y a une caisse commune de la convention collective. Il y a un petit document spécial, en plus des documents de fin de contrat, à remettre à son salarié pour que lui puisse aller demander à cette caisse commune son indemnité de départ à la retraite pour tous les postes qu'il a eus dans l'emploi à domicile. Donc c'est plutôt chouette comme principe qui a été inventé depuis 2023 pour les salariés du particulier employeur qui partaient à la retraite et qui finalement ne se retrouvaient pas avec une grosse indemnité de licenciement parce que dans ce métier-là, les gens changent quand même relativement souvent d'employeur et ils n'ont pas des grosses anciennetés. J'essaye d'aller vite pour rester dans les timings. Si vous avez plein de questions, on n'hésitera pas à les poser après. Ensuite, les motifs de rupture du contrat, les motifs de rupture qui seraient des ruptures à l'initiative des 2 parties. Dans ces cas-là, on est dans une rupture commune. Il y a 2 types. Il y a la fin du CDD. On a contractualisé au début un CDD pour un accroissement d'activité ou pour un remplaçant d'un salarié. Le CDD arrive à son terme.
Là, je dois faire une rupture de contrat. Elle est commune, on est tous d'accord puisque c'était prévu comme ça au début. On doit des indemnités de précarité de 10% des salaires nets qui sont versés. Et comme dans la slide précédente, pour toute fin de contrat que je vais devoir faire au salarié, je lui dois ces 3 documents de fin de contrat: certificat, solde de tout compte et attestation Pôle emploi. L'autre motif de rupture de contrat qui est une rupture commune, ce qu'on appelle la rupture conventionnelle. Vous en avez peut-être déjà entendu parler, et donc c'est tout à fait possible pour un particulier employeur et son salarié d'envisager une rupture conventionnelle. Là, il faut suivre l'organisation d'une rupture conventionnelle. Aujourd'hui, c'est assez cadré. Les documents sont obligatoirement faits sur internet en suivant un cadre. C'est une c'est une façon de rompre le contrat de façon commune. Toutes les parties sont d'accord pour y aller, prennent le temps de réfléchir pendant la procédure, et quand la procédure est terminée, on reçoit un document de la directe qui dit: «OK, vous pouvez y aller, la rupture est bonne», et on lui doit ces 3 documents de fin de contrat. Si on rentre dans le plus corsé du sujet, s'il y en avait un, c'est les modalités de rupture à l'initiative de l'employeur. J'ai remis un petit paragraphe au début que je vais vous lire, qui peut rassurer certaines personnes quand il y a de la perte d'autonomie, sur le fait que quand on veut licencier un salarié dans ce cadre-là, le la difficulté, la situation du particulier employeur peut venir caractériser un peu plus fortement la faute que le salarié aurait commise. Donc c'est eu égard à la particularité des emplois repères assistants de vie C et D, donc niveau 4 et niveau 5, et aux activités qu'il réalise auprès du particulier employeur en situation de handicap ou dont l'autonomie est altérée. Il est précisé que la gravité de la faute prend en considération la situation du particulier employeur pour apprécier l'impossibilité du maintien du salarié au domicile du particulier employeur. Donc ça, c'est un élément qui chapeaute un peu le tout sur si le salarié commet des fautes, même simples mais répétées, c'est-à-dire, je viens régulièrement en retard, je prends pas très bien en charge mon employeur, mon poste de travail, j'oublie de bien nettoyer un certain nombre d'éléments, mais je le c'est des petites fautes, mais des petites fautes qui, au regard de la situation de la personne qui est dans une situation de vie particulière, on peut caractériser la faute, la gravité de la faute un peu plus facilement. En tout cas, c'est ce que la convention collective, propose. Donc si on rentre dans les motifs de rupture du contrat à l'initiative de l'employeur, donc je vous ai parlé tout à l'heure de la mise à la retraite. J'attire votre attention que si c'est vous, employeur, qui demandez à votre salarié de partir à la retraite, dans ces cas-là, c'est à vous de verser l'indemnité et pas la caisse commune, et c'est surtout que l'indemnité, elle est plus importante que si c'est en tout cas à vous de la verser. C'est pas tout à fait, on n'est pas dans le même cadre si c'est vous qui décidez que votre salarié part à la retraite ou si c'est votre salarié qui vous demande à partir à la retraite. Mais si vous le proposez, vous pouvez pas, si vous proposez un départ à la retraite à votre salarié, il a le droit de refuser, tant qu'il n'a pas 70 ans. Au-delà de 70 ans, vous pouvez l'imposer. On peut licencier un salarié pour inaptitude professionnelle, c'est-à-dire que le salarié serait reconnu inapte. En général, c'est après une longue période d'arrêt maladie. Il faut faire passer une visite médicale. Une fois que la visite médicale a reconnu que le salarié était inapte, alors maintenant il n'y a plus dans cette convention collective l'obligation de prouver qu'on ne peut pas reclasser le salarié. Si le médecin du travail dit que la personne est inapte, on peut directement la licencier. Mais il faut quand même, c'est une procédure qui demande un petit peu de temps, parce qu'il faut convoquer à une visite médicale, faire passer la visite médicale, attendre le retour du médecin et conclure à l'inaptitude professionnelle, et ça oblige tout de même à faire un entretien préalable au licenciement, et puis après ça, à suivre la procédure d'un licenciement et remettre les 3 documents de fin de contrat au salarié. Il y a aussi la possibilité de licencier un salarié pour situation irrégulière, c'est-à-dire que si vous avez embauché un salarié qui avait le droit de travailler sur le sol français et qui, du jour au lendemain, ne peut plus parce que son titre de séjour et son autorisation à travailler sur le sol français n'est plus possible, il y a une procédure de licenciement pour situation irrégulière du salarié. Ensuite, on va rentrer dans des licenciements pour cause réelle et sérieuse très classiques, on va dire. En tout cas,
un premier, je ne sais pas dans l'ordre de la slide, mais le décès de l'employeur. Donc le décès de l'employeur, c'est une cause réelle et sérieuse. L'employeur est vraiment décédé, on met fin à son contrat. C'est dans la convention enfin dans plein de sujets d'ailleurs de toutes les entreprises de France, c'est quasiment le seul licenciement où on est exonéré, tant mieux, de faire un entretien préalable au licenciement pour annoncer à son salarié, mais on n'est plus là, qu'on est décédé et que le Ça contrat peut être doit être rompu. compliqué. C'est ça, donc c'est le seul moment où on n'a pas d'entretien préalable à réaliser, mais il y a des obligations légales de remettre les documents de fin de contrat. Les ayants droit ont depuis la nouvelle convention collective 1 mois seulement après la date du décès de l'employeur pour remettre les documents de fin de contrat et même si le décès fait partir le délai, prend acte de la fin du contrat et fait partir le délai du préavis, tant qu'on n'a pas remis les documents de fin de contrat au salarié ou au moins notifié au salarié que son employeur était bien décédé, le contrat dure toujours. Donc, il ne faut pas trop tarder parce qu'il y a des grosses indemnités qui peuvent être réclamées par les salariés s'ils n'ont pas été licenciés en cas de décès de leur employeur. Même situation pour une entrée en EHPAD, donc un particulier employeur qui rentre en EHPAD et qui veut donc mettre fin à la relation contractuelle qu'il a avec son salarié. C'est pas une obligation, on peut garder sa femme de ménage, son assistante de vie qu'on avait quand on était à son domicile, mais qu'on veut la conserver quand on est quand on est rentré à l'EHPAD, puisqu'on veut qu'elle continue à venir nous voir. Donc c'est pas une obligation de licenciement, mais c'est une cause réelle et sérieuse pour mettre fin à son contrat, parce qu'on dans un autre cas, on ne peut pas pour certains, envisager et payer de l'EHPAD et continuer à payer les personnes qui s'occupaient de nous quand on était à domicile. Donc là, pareil, c'est une cause réelle et sérieuse, c'est une procédure à suivre quand même. Il faut convoquer le salarié à un entretien préalable, réaliser l'entretien préalable, notifier le licenciement et remettre les 3 documents de fin de contrat tout en respectant les obligations légales qui sont à respecter pour un particulier employeur. Et on peut envisager un licenciement pour cause réelle et sérieuse s'il y a des fautes répétées. Si le salarié vient à plusieurs reprises en retard, ne se présente pas plusieurs fois auprès de son employeur, vient à des horaires décalés, ne fait pas correctement son travail, il faut lui avoir entre guillemets «reproché», averti et quand on l'a averti ou reproché à plusieurs reprises qu'il n'était pas venu dans les temps ou comme il fallait, en même temps, il faut aussi, en préalable, avoir rédigé un contrat de travail qui explique bien à son salarié quels jours et quelles heures il vient travailler. Parce que si on n'a pas rédigé de contrat de travail, même si on a topé dans la main, on ne peut pas lui reprocher de ne pas venir à l'heure au bon jour puisque de toute façon, on ne l'a jamais formellement écrit. Et puis ensuite, on peut envisager des licenciements pour faute grave ou faute lourde. Donc dans ces conditions-là, il y a pas d'indemnité de licenciement qui sont à verser ni d'indemnité de préavis, mais il faut quand même bien caractériser les fautes. Même si j'ai dit au préalable que si on était face à un particulier employeur qui était en situation de handicap ou en autonomie, altérée, les fautes, la gravité de la faute, prend un peu plus d'importance. C'est-à-dire que on vient 2 ou 3 fois en retard ou on ne se présente pas à son poste, quand c'est un employeur qui ne peut pas se débrouiller seul, qui ne peut pas se nourrir, qui ne peut pas se laver, qui ne peut pas se lever, on met en grande difficulté son particulier employeur et donc devenir plusieurs fois en retard, ça peut être pas très grave dans certains postes, mais sur certaines prises de poste, ça peut être, vital pour certains employeurs. Donc je termine pas tout à fait, il me reste 2 slides, mais en tout cas la slide suivante, c'était donc pour vous indiquer ce que je viens de vous dire à plusieurs reprises, c'est que l'obligation de l'employeur, c'est de fournir les 3 documents de fin de contrat, heu, que nous recommandons fortement de les envoyer en recommandé, même si ce n'est pas une obligation, de les remettre en main propre. Parce que normalement, les documents de fin de contrat, on dit que c'est des documents qui sont quérables. Le salarié peut venir il faut prévenir son salarié qu'ils sont disponibles et le salarié, peut venir les chercher chez son employeur à partir du moment où son employeur lui a dit qu'ils étaient disponibles. Mais dans un emploi à domicile, quand la personne vient de rentrer en EHPAD, parfois, c'est des situations qui sont particulières. Donc si elles ne le sont pas, une remise en main propre, c'est tout à fait envisageable. Mais nous, on recommande en général de le faire par recommandé. Et donc là, il faut remettre les 3 documents, donc le certificat de travail, le solde de tout compte et l'attestation Pôle emploi. J'en arrive donc à ma conclusion, et aux questions si vous en avez. Je le conclus en disant que les règles du jeu sont à définir au préalable de toute relation contractuelle. Ce que je redisais, c'est quand même mieux d'avoir rédigé le contrat de travail pour envisager de pouvoir peut-être éventuellement reprocher quelque chose à son salarié.
L'intervention d'un prestataire évite les désagréments de la gestion du personnel et la gestion des conflits. Donc qu'on embauche, qu'on passe par un prestataire de service ou par un mandataire ou en direct, bah, c'est quand même important de savoir qu'il existe ou qu'il peut exister ou de faire confiance, à des prestataires externes ou à des experts sur ce genre de sujet quand on rentre dans une situation qui parfois peut être complexe et pas forcément évidente à gérer. Et je vous laisse, aux questions maintenant que j'ai bien parlé. Merci Alice. Je vous invite à remplir le questionnaire de satisfaction. Alors, je vais vous mettre le lien dans la barre de conversation tout de suite. Hop, je le copie, je le colle, il est là. Hop, le voici. Sinon, vous cliquez directement sur la diapositive bleue. Alors, n'hésitez pas à bien remplir ce questionnaire puisque nous, ça nous permet de faire un retour à nos financeurs de votre satisfaction. Et puis, vous avez un petit champ libre où vous pouvez mettre des commentaires ou nous suggérer des visioconférences ou des thématiques de futures visioconférences que vous aimeriez rencontrer. Je vous mets la petite diapo avec tous nos projets. Donc, vous avez la chaîne YouTube où vous pourrez retrouver ce replay dès demain. Ensuite, pour vous inscrire à nos prochaines visioconférences, c'est sur movadom.eventbrite.com. Et puis, en téléchargement gratuit, vous pouvez aller sur le site de movadom.com, télécharger le livre audio et les podcasts sur le déménagement chez les seniors. Donc, le petit livre audio qui est coécrit avec Gwendoline Cotrez et Isabelle Palassin sur comment simplifier votre déménagement. Et les podcasts, ce sont des témoignages de personnes qui ont déménagé, de personnes qui ont fait aménager leur logement pour pouvoir rester chez elles ou de prestataires externes autour de ce bien vieillir chez soi. Notre prochaine visioconférence, donc c'est la semaine prochaine, donc jeudi, dans une semaine tout pile. Ça sera le matin, par contre, à 10h30. Et puis, on espère que le soleil va arriver, puisqu'on va apprendre à bien préparer sa valise de voyage avec Estelle. Si vous avez la moindre question, vous nous envoyez un petit mail à contact@movadom.com. Et puis, pour ceux qui sont en direct, restez bien là, on va ouvrir les micros. Je remercie encore une fois la Conférence des financeurs de la prévention de la perte d'autonomie du département des Hauts-de-Seine, la CNSA, et je remercie énormément Alice pour ses explications.